Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Si vous avez écouté notre épisode spécial de la fin de saison 2 et le premier épisode de cette troisième saison de Questions d'assaut, vous savez que cette année, nous nous intéressons tout particulièrement à l'autogestion. Cet idéal d'organisation nous semble ouvrir des portes sur des fonctionnements différents, innovants et inspirants. Après avoir écouté Ludo décrire le modèle des épiceries autogérées, puis Gaël et Alice du Planning Familial 93 expliquer la recherche de l'autogestion entre salariés, nous allons aujourd'hui explorer la délicate transition d'une gouvernance classique vers un fonctionnement autogéré avec l'association Brin de Paille. Quelles sont les difficultés d'une telle transition ? Quand cette transformation peut-elle se dire terminée ? Quelle résistance s'opère avant, pendant et après le changement ? Et comment transmettre et justifier les nouvelles valeurs ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 23e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assos en partenariat avec la Maïf. Pour aborder cette thématique, nous recevons donc deux membres de Brin de Paille. Bonjour Maïté. Bonjour. Et bonjour Benoît. Bonjour. Nous recevons également Simon Cotin-Marx, Bonjour. chercheur sur le fait associatif au CNAM, que nous avons déjà reçu à ce micro, pour parler avec lui des pratiques autogestionnaires à travers la publication de ton dernier ouvrage, Travailler sans patron, aux éditions Gallimard. Bonjour Simon. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'être accompagné par Ludo. Salut Ludo. Salut Karl. Et par Yael, qui est également là. Salut Yael. Hello Karl. Cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud ou Peertube, la plateforme libre que vous trouverez dans les liens sur notre site web. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et nous retrouvons Ludo pour l'édito. Merci Karl. Alors vous savez, parfois on a l'impression que toutes les assos se ressemblent. Un bureau, un CA, une AG, des demandes de subventions et tout le tremblement. Ce que le mouvement Occitanie appelle le modèle traditionnel dans son rapport sur les enjeux entre bénévoles et salariés. Tellement majoritaire que même ce rapport, pourtant critique des raisons qui créent cette situation, décide au final de ne s'adresser qu'à elle, comme la plupart des institutions. Et ça interroge, alors que la loi est énormément permissive et qu'elle est ancienne de 120 ans, pourquoi si peu de formes différentes, si peu de créativité ? Eh bien, ça s'explique pour plein de raisons. Par exemple, des peurs qui circulent. Attention, si vous faites une collégiale, la préfecture va vous refuser. Ce qui, n'est pas censé arriver. Mais ça s'explique aussi parce que l'on s'inspire des modèles de statut sur le net ou d'assos qu'on connaît et donc on va les récupérer. Un autre moment important qui structure une asso, c'est ses premières embauches, ou quand on nomme à la présidence ou dans les CA de l'asso des personnes qui sont dans 12 autres assos et dans 12 autres CA et qui donc forcément vont ramener leurs pratiques, leurs habitudes dans le fonctionnement. Et bien sûr, quand on essaie de rentrer dans les clous des subventions, évidemment. Voilà, un tas de sujets qu'on a notamment déjà abordés ici. Et figurez-vous que ce phénomène de normalisation dans le temps a un nom, l'isomorphisme institutionnel. Iso, ça veut dire même, et morphisme, ça veut dire forme, même forme donc. Ça veut donc dire tout bêtement que plus des organisations se développent et se taillent une place dans leur secteur d'activité, plus elles tendent à se ressembler les unes les autres. Est-ce que ça valait bien le coup d'utiliser un gros mot pour dire ça ? En tout cas, disons que ce concept-là nous permet de creuser un peu plus et d'analyser différents mécanismes qui sont à l'œuvre. Cet isomorphisme institutionnel, il peut se découper en 3 volets. Et donc, il y a le chercheur Éric Bidet qui nous explique qu'il existe un isomorphisme normatif, un isomorphisme mimétique et un isomorphisme coercitif. Tu t'enfonces là, Ludo.
Bon, je vais décoder. Du coup, la professionnalisation, elle amène avec soi des pratiques, des codes, des normes et aussi des profils de personnes. Et toutes ces influences vont normaliser petit à petit votre association et la rendre semblable aux autres associations qui ont à peu près les mêmes activités. Par exemple, si votre asso est composé d'éducatrices spécialisées qui ont toutes fait les mêmes écoles, forcément, on va se mettre à travailler sûrement de la même manière. Ou alors quand votre mère, qui est comptable, va s'occuper des comptes. On ne sait pas de qui on parle. Et le micro, il est loin pour que je réagisse. Au hasard. Donc ça, c'est l'isomorphisme normatif. Il y a ensuite l'isomorphisme mimétique, qui nous dit que dans une situation où l'on ne maîtrise pas forcément un sujet, on va avoir tendance à imiter ce qui semble marcher ailleurs. Et donc, là aussi, se mettre à se ressembler les uns les autres. Enfin, l'isomorphisme coercitif, c'est le résultat des normes, contraintes et conditions que nous impose la plupart du temps l'État. Et donc, par exemple, la nouvelle loi d'avril 2024 qui va imposer désormais de déclarer les bénéficiaires effectifs de votre association, parmi d'autres choses. Et donc, pour y répondre, nous allons là aussi adopter les fonctionnements les plus adaptés à ces contraintes. Tout ça nous rabat petit à petit vers quelque chose de standardisé qui est compatible avec le reste de la société, capitaliste en l'occurrence. Et pire, cela opère souvent un retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'une initiative qui au départ est sortie un peu des clous, a proposé des choses un peu nouvelles, va petit à petit éventuellement rentrer dans le rang par tous ces effets-là. Bon voilà, mais sinon, quel rapport avec l'épisode? Où est-ce que je veux en venir? Je voulais en venir au fait que pour expérimenter des fonctionnements qui sortent de l'ordinaire, il faut a priori être sacrément motivé et toujours lutter et être prêt à lutter contre cette sorte d'attraction d'un centre de gravité là qui va nous ramener. Et donc c'est pour ça je pense qu'en général notamment, en général on touche pas à notre gouvernance. Quand ça roule à peu près, on va rester sur ça et tant que ça déconne pas, voilà. On verra peut-être dans un épisode de designer éthique les raisons par exemple d'un changement. On le verra aussi dans cet épisode sûrement. Et puis quand bien même on décide de changer de gouvernance, il faut choisir la direction et toutes les conséquences de cette transformation. Et donc, en général, avec tout ça, ça fait faire un peu peur. Et donc, il y a des gens qui vont vouloir pas trop aller trop vite, voire pas aller du tout, où que ce soit. Et évidemment, puisque modifier sa gouvernance, c'est prendre le risque que ça marche moins bien. Ça va prendre du temps. Autant de temps que certains vont penser, pendant ce temps-là, on fait pas les actions de l'assaut, etc. C'est pas pour ça qu'on est là, etc. Et puis, pour certains, ça permet de garder quelques privilèges, une position, etc. au passage. Bon, mais voilà. Mais parfois, des collectifs se jettent dans l'inconnu et prennent ce risque de changer de gouvernance. Et c'est le cas de BranPy, dont on a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux membres, Maïté et Benoît. À BranPy se prend donc le pari de l'autogestion. On verra en faisant. Et donc, dans cette démarche-là, l'asso se place dans une sorte de recherche-action où ils vont faire des essais, ils vont analyser leurs essais, se remettre en question et à nouveau entamer des cycles de modification. Et a priori, on verra, mais dans un truc de mettre les individus au centre de leurs décisions et les besoins des individus qui composent le groupe. Donc, non seulement il y a ce cycle, mais en plus, vous ne savez pas quand est-ce qu'à un moment donné, il y aura une fin, quoi. Et a priori, voilà, donc un peu suicidaire, quoi. On peut dire ça comme ça. Suicidaire, c'est de rester dans les conditions actuelles. Voilà, donc en tout cas, visiblement, vous semblez penser que ça vaut le coup. Et donc, là, il se pose plein de questions. Pourquoi transformer l'association et pas repartir d'autre chose de rien? Et d'ailleurs, pour réformer une association, est-ce qu'il y a des conditions particulières qui doivent s'aligner pour pouvoir la réussir? Ou auquel cas, ça ne marche pas? Est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, vous allez vous faire rattraper par l'isomorphisme dont je parlais plus tôt? C'est-à-dire, à un moment donné, revenir dans le rang, quoi. Et comment vous faites aussi pour transmettre cette nouvelle manière de fonctionner que vous avez et qui résulte de tout un historique à vos nouveaux membres. Donc autant de questions que nous allons aborder avec vous maintenant dans ce nouvel épisode des questions d'assaut. Eh ben, merci beaucoup Ludo pour cette intro. Maïté et Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de la manière dont vous fonctionnez à BranPy et dont vous êtes en train d'évoluer. On vous propose de commencer tous les deux par la carte d'identité de votre association. Donc, c'est les 3 questions qu'on pose à toutes les associations qui passent à ce micro pour que les auditeurs et les auditrices puissent mieux situer votre structure dans le paysage associatif. Et donc, si vous êtes prêts, Maïté, Benoît, est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité de BranPy? Qu'est-ce que vous faites avec BranPy? Et ben nous, on a une raison d'être à l'association qui résume un peu que ce qu'on essaye de faire. Et on définit l'association comme un bien commun d'intérêt général autogéré. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser et partager la permaculture comme un moyen de conduire vers une transition radicale et paisible pour arriver à une vie humaine libre, égale et digne.
Donc nous, à l'association, nous avons une phrase qu'on aime bien, qu'on partage sur nos réseaux, et c'est « La permaculture sans lutte des classes, c'est du jardinage ». C'est une phrase qu'on a pris de Chico Mendes, qui l'utilise avec l'écologie. Sans lutte des classes, c'est du jardinage. Donc Chico Mendes a été assassiné en 88 car il avait trop milité pour défendre l'Amazonie et pour les droits des ouvriers. Donc nous, on essaye de se battre aussi, et ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre brin de paille librement appropriable pour démontrer que la permaculture permet de créer des modes de vie conviviaux et de prendre soin. Parce que oui, prendre soin, c'est une partie principale du fonctionnement de l'association et de nos activités. Du coup, finalement, Brin de Paille est juste un terrain d'expérimentation où on essaye de tisser des relations entre les personnes qui s'intéressent à la permaculture, mais aussi avec tout humain qui veut déconstruire les privilèges de pouvoir et de propriété. Et donc, l'objectif final est l'émancipation collective et individuelle. Voilà un peu l'activité de Brin de Paille. Comment est-ce que vous êtes financé? C'est quoi votre modèle économique? Et est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur du budget de votre association? Parce que souvent, c'est un critère quand même assez important pour comprendre ce qu'est une association à travers le budget qu'elle a. Alors, une des activités principales aussi de Brin de Paille, c'est l'organisation des rencontres nationales de permaculture. Donc c'est un événement qui a lieu en général le 3e week-end d'août, où des personnes de toute la France se réunissent à un lieu différent toutes les années pour parler des permaculture dans tous les pétales de la fleur de la permaculture et pas seulement le jardinage, justement. Et donc, on parle de cet événement parce que c'est une des principales sources de revenus ou d'entrée d'argent de l'association, où c'est à travers la vente des bières et les entrées dans l'événement que l'association se fait des bénéfices. Et voilà. Et comme je disais, c'est une des premières entrées d'argent de l'asso. Pour vous donner un peu un aperçu, ça marche pas toujours. En 2023, on se retrouvait à l'équilibre. En 2022, on avait du déficit. Ça n'a pas été toujours le cas. Avant, il avait des bénéfices, ce qui fait que actuellement l'association a 7 000 € dans les arcs. Mais sinon, cet argent nous sert pour défrayer, que ce soit la nourriture quand on se réunit en physique, parce qu'on ne l'a pas dit, mais nous sommes une association nationale, donc tous les membres sont des bénévoles, et ils sont tous un peu partout en France et même en Belgique. Donc on se retrouve au moins 4 fois par an, et l'association prend en charge les défraiements kilométriques ou des transports et la nourriture pendant ce temps où on est tous ensemble. Donc voilà, les bénéfices de l'événement nous permettent de défrayer. Quand il n'y a pas de bénéfices comme en 2023-2022, on utilise l'argent des bénéfices des sessions précédentes, des éditions précédentes. Mais ça nous met quand même en difficulté. Donc actuellement, Brin de Paille cherche de nouvelles façons de faire rentrer de l'argent dans l'association, ce qui n'est pas évident puisqu'on veut faire un événement non marchand, puisqu'on veut essayer de sortir du système, de ne pas rentrer dans le capitalisme, et de trouver des moyens de faire rentrer de l'argent sans tomber dans tout ça. On n'a pas encore trouvé, c'est vraiment pas évident. Ok. Et dernière question. Non, attends, peut-être là ce qu'on peut rajouter quand même, parce que c'est sur les dons. Sur les dons, c'est-à-dire que en plus le déficit des RNP d'il y a 2 ans, on l'a comblé avec une campagne de dons, et on a quand même des dons qui viennent alimenter un peu. C'est pas aussi massif qu'à l'époque où on avait des grosses rentrées d'argent des RNP, mais ça permet un peu de. Oui, il y a et aussi les adhésions, quoi. Enfin, voilà. Et la vente des t-shirts. Et la vente des t-shirts, non. Voilà, en vrai, il y a le moment RNP où c'est vraiment... Donc RNP, c'est les rencontres nationales de la permaculture. Rencontres nationales de permaculture, RNP. C'est là où il y a la vente des bières pendant l'événement et les entrées à l'événement. Sinon, tout le long de l'année et aussi pendant l'événement, il y a les adhésions, les dons et les ventes des t-shirts qui permettent de faire entrer de l'argent dans l'association.
Et cette année, pour pas augmenter les prix et faire que la bière elle soit un peu plus profitable, il y aura une partie d'autoproduction par des membres de l'asso ou des sympathisants qui fera moins appel à de la bière qu'on achète super cher sur le marché. Vous avez beaucoup cité le mot bière pour la partie finance de l'association, mais on voit les centres d'intérêt. On assume qu'à moitié, mais... ouais. Et alors, comment est-ce que vous êtes organisé ? Est-ce que vous êtes uniquement des bénévoles ? Est-ce que vous avez des salariés ? Comment est-ce que vous prenez vos décisions ? Alors évidemment, on va aller plus en détail sur cette partie-là, mais est-ce que vous pouvez commencer par nous dire peut-être combien vous êtes ? Est-ce que c'est que des bénévoles ? Est-ce qu'il y a des salariés aussi ? Eh ben, nous sommes que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés à brin de paille. Pour l'organisation, très vite, on s'organise en groupe de travail. Donc, il y a une raison d'être que j'ai utilisée avant pour vous présenter l'association. Et donc, on s'organise en groupe de travail où, par intérêt, motivation ou disponibilité, on s'organise par petits groupes et on prend des tâches indépendants les uns des autres, mais toujours en respectant la raison d'être pour aller un peu dans une direction commune. Et voilà. Est-ce que vous avez un bureau, un conseil d'administration, ou justement c'est déjà plus le cas dans cette perspective d'autogestion ? Alors, ouais, en fait, Brand Pie, c'est un cas un peu... non, mais disons que c'est un cas de transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les statuts adaptés au fonctionnement qu'on utilise. On a validé en AG il y a 3 ans qu'on allait fonctionner comme ça et qu'on écrirait des statuts à un moment donné. Mais c'est toujours pareil, il faut que quelqu'un le fasse. Sachant que c'est, pour reprendre le terme barbare d'isomorphisme, on ne peut pas s'appuyer sur l'isomorphisme d'une autre association qui aurait déjà écrit des statuts adaptés à l'autogestion libertaire. On pourra peut-être faire un petit encart sur ça, parce qu'il y a différents types d'autogestion. Nous, c'est l'autogestion libertaire. Donc, alors, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et que vous avez un modèle d'autogestion libertaire adapté au statut associatif, envoyez-les, parce que ça mériterait un peu plus d'isomorphisme. Et donc, nous, en fait, faut qu'on construise, non seulement il faut qu'on construise le fonctionnement, qui est en cours de transition, et en plus, il faudrait qu'on fasse de la recherche de fonds, limite, pour développer des outils qui n'existent pas par ailleurs. Donc, ça fait... et ce qu'il faut dire aussi sur la gouvernance, c'est l'histoire c'est l'histoire du salariat. C'est-à-dire que nous, on refuse... mais depuis toujours, depuis la création de Brand Pie, c'est une asso qui s'est créée en dehors du salariat ou contre le salariat et contre la subvention. Donc, dans le modèle économique, ce qui explique pourquoi aussi on n'a pas des fonds illimités, c'est qu'on ne va pas chercher des fonds auprès des institutions et qu'on n'a que des bénévoles, ce qui implique en partie du temps qui doit être pris sur d'autres moments pour les gens et un turnover parfois important, parce que on est des bénévoles. Et vous ne nous avez pas dit combien vous étiez à peu près ? Est-ce qu'on parle de 10, 100, 1000 personnes ? Non, ça dépend. Enfin, si on parle que des bénévoles et pas d'adhérents, on n'est pas nombreux. Mais pareil, ça change tout le temps. Même quand on est bénévole, les gens, des fois, s'engagent et puis ils disparaissent. Et pour nous, c'est OK. C'est parce qu'ils sont plus disponibles et on fonctionne avec. J'enchaîne un peu avec l'historique, mais le petit historique que je connais. Mais il y a 2 ans et demi, quand je suis arrivée à l'association, il y avait 4 ou 5 bénévoles actifs. 5 bénévoles actifs à l'association. 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, on s'est réunis il y a 1 mois. On a fait une réunion physique. On était 15 ou 20. Donc on reste pas très nombreux comme membres vraiment actifs au long de l'année. Mais ça augmente et c'est le but. Donc en vrai, moi personnellement, je suis contente. Mais après, il y a tous les bénévoles cachés aussi. Enfin, entre guillemets, ils sont pas cachés, mais on fait pas travailler des enfants dans des machins. Mais bénévolement. Non, mais parmi les 15, nous, on n'était pas au week-end, mais il y avait des personnes qu'on travaillait sur le site avant. Enfin, il y a ceux qui sont au montage et au démontage des RNP, donc les rencontres nationales, qui sont une 30aine de personnes chaque année, avec un réseau de, une centaine de personnes d'un réseau qu'on mobilise. Il y a la personne qui s'occupe des annonces, qui fait ses trucs dans son coin. Bon. Donc peut-être qu'on est, une moyenne de 30, j'en sais rien. Mais en effet, c'est pas énorme. Par contre, en termes d'adhérents, on est, je crois qu'on a été jusqu'à 4000, mais
peut-être on est, je sais pas, 1000, 1500 chaque année, je sais pas. Oui, ce qui est quand même pas mal. En fait, ça veut dire que vous avez quand même une association avec une masse d'adhérents qui est significativement plus grosse que la masse des bénévoles. Ah oui. Oui. Et après, on essaye, là actuellement, dans le groupe de travail dont je parlais avant, il y a un groupe de travail qui s'appelle 1 Million. C'est le groupe de travail qui prend en charge la communication de l'association. Et s'il a ce nom, c'est parce que notre objectif, même si le dire comme ça a l'air d'être très ambitieux, c'est d'arriver à être 1 million d'adhérents à l'association. Mais justement, puisque notre objectif est d'arriver à cette transition, on s'est dit qu'il faut être un groupe assez représentatif dans la société. Donc on s'est dit qu'un million, ça commence à peut-être compter un peu pour pouvoir aller quelque part, parce que c'est pas 30 personnes. Enfin, on fait de notre mieux, mais 1 million, ça sert à mieux, quoi. Merci pour cette première partie. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne du coup sur justement l'histoire de BrandPie. Peut-être vous nous disiez un peu comment fonctionnait BrandPie avant cette amorce de transition. Oui. Alors peut-être juste avant l'histoire, peut-être parler de la permaculture, parce que je sais pas, il y a peut-être des auditeurs qui savent pas ce que ça raconte ou qui n'ont vu qu'une image médiatique, c'est-à-dire du jardin, des associations de plantes, des buts et des lasagnes. Donc Bill Mollison disait que la porte d'entrée de la permaculture, c'est par le jardin. Donc évidemment qu'on ouvre la porte du jardin et puis on va voir ce qui s'y passe. Mais pour ceux qui veulent aller regarder, il y a un truc qui s'appelle la fleur de la permaculture, qui est une fleur en 7 pétales, et qui montre en fait que la permaculture, ça s'intéresse à tous les sujets. À partir du moment où on met le doigt dedans, ça touche à tous les sujets, et notamment le sujet de la politique, du pouvoir, de la gouvernance, qui est en fait, en tout cas pour moi, qui est le problème, qui est un des problèmes principaux à traiter, puisque si on fait de la permaculture sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et donc on peut cacher très longtemps sa révolution en jardinage pour au final se rendre compte qu'on a surtout fait du jardinage. Donc la permaculture, moi ma définition personnelle c'est remplacer tout un tas de mécanismes culturels qui font du mal et qui sont prédateurs par tout un tas de pratiques culturelles qui prennent soin de l'humain. Donc et c'est ça qu'en fait ça sera une bonne transition vers l'historique, puisque c'est le moment où en fait on a décidé de changer à BrandPie, c'est quand on s'est dit tiens, on fait de la permaculture, mais en fait quand on se regarde un peu dans le miroir, on prend pas soin de l'humain, et donc ça serait peut-être bien d'imaginer un autre fonctionnement qui prenne soin de l'humain, quoi. Donc moi quand je suis rentré à BrandPie, c'était en 2019 si je dis pas de bêtises, ou 2018, peut-être 2018. Et 2018. Et en fait, je suis rentré parce que l'association était en burn-out interne d'elle-même, avec des personnes qui chaque année repartaient pour un an, mais avec la boule au ventre, avec pas l'envie de retrouver les camarades, avec une espèce de chantage affectif mais si tu t'en vas, l'asso va péricliter, bon d'accord je reste mais j'ai pas envie, bon bref un truc comme ça. Et après une année d'observation, donc en fait rétrospectivement on a retrouvé tout ce qu'on peut retrouver dans plein d'associations qui fonctionnent sur la base de notre gouvernance, c'était ce que certains appellent la gouvernance horizontale ou collégiale, c'est-à-dire où en fait un groupe collégial prend les décisions en allant tout le temps c'est-à-dire que même pour répondre à un mail, il fallait faire une réunion et décider si on était d'accord sur la réponse au mail, quoi. Donc ça crée une lenteur insupportable, ça crée des tensions insupportables, ça crée qu'il faut imposer son point de vue, ça crée tout un tas de vilenie, et donc on avait des burn-out, des personnes qui arrivent au week-end BrandPie avec la boule au ventre, des scissions, des machins, enfin tout ce que vous connaissez sûrement dans vos associations. Et en fait à un moment donné il y a eu 2-3 personnes qui sont rentrées dans l'association et qu'on dit attendez, là on est en train de dire qu'on a un modèle de permaculture qui prône le prendre soin de l'humain et du vivant en général, et on est les cordonniers les plus mal chaussés, donc en tout cas si on se prétend cordonnier, ce serait bien d'avoir des chaussures, ou en tout cas ou alors on assume qu'on est pieds nus, mais bon bref, donc du coup
et que ça nécessitait de prendre du temps en fait. Et donc là, il s'est joué un truc assez classique dans les associations, c'est qu'il y a les activités courantes de l'asso qui doivent prendre le pas sur l'éventuelle réflexion ou l'éventuelle volonté de changement, puisque les tâches récurrentes, l'organisation des RNP, les mails auxquels il faut répondre, je sais pas quoi, tout ça et l'isomorphisme viennent contrecarrer toutes les volontés, même ailleurs que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faudrait changer. Dans la réalité, il y a des pouvoirs que ça vient, des personnes qui ont du pouvoir à qui ça vient, que ça vient toucher, et puis l'énergie nécessaire qui est problématique, puisqu'on est des bénévoles. Voilà. Donc, il y a eu des tensions, des frictions, il y a eu plusieurs événements dont je ne vais pas prendre le détail parce que c'est long, mais qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une scission dans l'association. Et d'habitude, dans les associations, ou ça marche aussi dans les syndicats et les partis politiques, mais souvent le groupe qui veut modifier les choses finit par partir parce que tout est vérolé ou tout est verrouillé, ou on leur laisse pas de marge de manœuvre, et puis le groupe qui est en place continue son système comme avant. Et par une espèce de tout un tas de hasards, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire c'est le groupe instituant qui s'est retrouvé au pouvoir du coup. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en sommeil l'association, on a dit pendant 1 an on fera plus rien que réfléchir à ce qu'on veut dans l'asso. Et donc c'est ce que Maïté disait juste avant, c'est quand elle est arrivée, oui on n'était que 5, on était 4 et demi. Et on a tout gelé, plus de réponses aux mails, puis on a mis des messages automatiques, voilà. Et on a dit maintenant on va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour à la prochaine AG reparler aux gens d'un projet qui fait envie, qui prend soin de l'humain, et voilà. Et après, peut-être que toi, tu peux peut-être. C'est quand t'es arrivé ou t'étais l'année après, je sais plus. Oui, je pense que je suis arrivée à ce moment-là quand vous avez décidé de reprendre l'organisation des rencontres nationales de permaculture pour la 8e édition en 2022. C'était l'année d'avant, oui. C'était l'année d'avant qu'on a fait l'AG. Oui, ça. Il a eu cette année de réflexion et après, dans ces 5 membres actifs, il y a eu surtout 2 qui ont été moteurs pour dire il faut reprendre les rencontres nationales de permaculture. C'est quand même le moyen de faire connaître l'association et le point le plus important qui attire aussi de nouvelles personnes et des nouveaux bénévoles à l'association. Donc, ils sont répartis à l'organisation de cet événement et c'est quand je suis arrivée. En tout cas, moi, à ce moment-là, je n'ai pas du tout vu tous les pleurs boule au ventre ou burn-out. Sinon, je ne serais juste pas restée. À ce moment-là, moi, je ne m'étais pas du tout intéressée à l'autogestion ou à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Je suis arrivée justement intéressée par les RMP et ce que je veux, c'était une équipe où il y avait une super bonne ambiance et surtout beaucoup d'écoute et de bienveillance les uns envers les autres. L'autogestion était en place, ça a commencé et surtout il avait se prendre soin, donc je pense qu'on va reparler plus après, mais c'est ça qui moi m'a fait rester et je pense que c'est ce qu'on essaye de garder dans l'association aujourd'hui et ce qu'on essaye de présenter aux nouveaux nouvelles qui arrivent pour qu'ils restent avec nous aussi. Et pendant cette année de réflexion, comment s'est structurée justement cette réflexion ? Comment est-ce que vous avez fait justement pour en arriver à là où vous êtes arrivé aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste de la discussion entre ces 4,5 personnes qui étaient présentes ? Voilà, comment ça s'est structuré ? Et juste pour compléter, du coup, quid des X 1000 adhérents ? Est-ce que vous les avez mis dans la réflexion ou quelle articulation avec ? Alors, cette année de transition, donc je réinsiste, mais on est 4-5 bénévoles, on se réunit 3-4 fois par an, et donc il faut imaginer que le rythme Brin Pie, c'est un rythme annuel, c'est pas un rythme mensuel, c'est-à-dire qu'en fait, on a le droit à une itération par an à chaque fois qu'on veut expérimenter des trucs, donc c'est assez lent comme système. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été central, alors déjà, je vais commencer par ça. Il n'y a pas de génération spontanée en fait. Pour ceux qui ne savent pas, la génération spontanée, c'est que le monde s'est créé de lui-même, les microbes apparaissent tout seuls de nulle part. Non, en fait, il y a un système qui est préexistant. Et donc, parmi les membres qui étaient là, en fait, il y a déjà des gens qui avaient de l'expérience, on va dire, politique, militante, etc. et qui avaient déjà une idée de vers où on pourrait cheminer, notamment vers l'autogestion libertaire. Il y avait déjà des gens qui avaient l'expérience des épiceries autogérées, donc dont il y a eu
un podcast. Et puis, il y a des gens qui ont des expériences militantes à droite et à gauche, et notamment la croyance qu'on a et la conviction, c'est-à-dire que ça veut dire quoi prendre soin de l'humain concrètement ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent des idées pour se faire valoir, ou ils y croient dur comme fer aux idées, mais dans les faits, quand on se pose la question de est-ce que cette idée elle est concrètement réalisée et réalisable, on se rend compte que c'est pas le cas. Et nous, ce qu'on sait, on est vraiment parti de là, de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de l'humain. Et on part sur le prendre soin, mais comment ça s'est passé ? C'était beaucoup de discussions entre l'équipe. On a un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps, depuis moi, je suis rentré en 2018. L'année de transition, c'était 2021. Donc 3 ans plus tard, j'ai enfin pu utiliser les outils de la permaculture, c'est-à-dire il y a un outil de design qui s'appelle Obredim, etc., qui sert à prendre tout un tas de critères en œuvre avant de prendre une décision, on va dire. Et on a enfin utilisé cet outil pour designer l'association, ce qui est quand même pas dommage, quand je parlais de cordonnier le plus mal chaussé. Et à partir de ce design, on a déduit quelques premières règles, et puis on a décidé de se rendre aux rencontres annuelles qui avaient été organisées par une autre association pour présenter cette nouvelle mouture aux adhérents et leur dire bon, voilà, c'était quoi le brin de paille d'avant. Maintenant, on a le choix entre ça marche pas. On a idée qu'avec l'autogestion libertaire, on pourrait aller vers un truc qui pourrait marcher. Est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on reste dans... Voilà, donc on est parti, on tente, avec la conviction que voilà. Après, on a peu eu l'occasion de... en tout cas, si on le fait, en fait, on essaye d'avoir les adhérents avec nous, on écrit des mails. Quand on avait fait les réponses aux mails automatiques, il y avait à chaque fois la sollicitation de si vous voulez vous impliquer, etc. etc. Mais les gens s'impliquent rarement spontanément sans qu'ils aient contact avec un vrai humain à la base. Et pour ça, faut être présent sur des événements, ce genre de choses, et on n'a pas les moyens militants. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'une fois, on a dit, par exemple, le réseau d'annonces, donc c'est-à-dire tous les permaculteurs peuvent déposer des annonces pour leur formation, pour leurs événements, leurs ateliers sur le site, et que comme on a dit que ça c'était en sommeil, et que ça c'est un bien commun, où les gens ils en ont besoin parce que c'est de la grosse visibilité, et il y a tout de suite quelqu'un qui s'est proposé pour reprendre la suite. Donc voilà, c'est aussi un indicateur de ce qui est essentiel ou de ce qui l'est moins. Et donc toute la réflexion, vous l'avez fait qu'entre vous ? Vous n'avez pas eu de personnes extérieures qui sont venues ? Ça dépend à quelle époque. Non, parce que là, on rentre dans la complexité, mais avant la scission, en fait, on avait réussi à obtenir dans le rapport de force qu'on fasse un week-end spécifique en plus sur refonder la gouvernance. Donc on a eu l'université du Nou, pour ceux qui connaissent, qui est venue nous accompagner pour pas essayer de faire de pas être c'était pas ouf, voilà, pour dire juste pour euphémiser. En tout cas, je sais pas si c'était pas ouf. L'université du Nou, ils ont un modèle. Non, mais comme ça, pour expliquer aux gens, c'est intéressant. Ils ont un modèle à expliquer, et donc je pense que pour les personnes qui veulent plaquer le modèle de l'université du Nou, ils auront des personnes compétentes pour faire ça. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était des personnes en capacité de nous expliquer qu'est-ce que la gouvernance et quels sont les différents types de gouvernance qui existent, et comment on peut faire des choix dans le paysage politique de la gouvernance. Et bon, clairement, c'est pas, en tout cas, les personnes qui étaient là n'étaient pas taillées pour faire ça. Et donc, on a été assez déçus, mais peu importe, parce que ce truc-là a permis de mettre la première pierre à l'édifice pour l'association, puisqu'à partir de là, on a pu décider de consacrer au moins une journée à chaque week-end brin de paille sur le sujet du design de l'association, ou de la gouvernance, pas que, mais la raison d'être. Quand Maïté a lu la raison d'être tout à l'heure, c'était ça, c'est issu de tout un tas de temps qui ont été pris exprès pour. Et puis il y a eu la création d'un groupe de travail design qui avait pour vocation à faire des propositions dans le cadre de l'association, et sans qu'un avis propositionnel. Il n'y a pas le GT Design ne décide pas de ce qui se passe dans l'association, mais peut faire des propositions. En tout cas, c'était une réflexion très en interne, très interne, avec propre aux 5 personnes qui étaient dans l'association, parce que justement, il n'y avait plus la disponibilité de prendre en compte des éléments extérieurs. Il fallait
le but était de remettre au centre le prendre soin et du coup être à l'écoute déjà qu'est-ce qu'on veut nous, vers où on veut aller et comment on fait après pour grandir tout en prenant soin de toutes les personnes qui arrivent aussi. Du coup, je pense que c'est à ce moment-là où la raison d'être a été écrite. Donc, il y a eu une nouvelle couleur qui a été donnée à l'association. Il a eu la raison d'être. Et ça a été présenté après, donc dans cet événement en 2020, qui n'était pas les rencontres nationales de permaculture. Et donc, l'association a été présentée avec cette raison d'être, cette nouvelle couleur. Et du coup, ça fait que les nouvelles personnes qui arrivent, s'intéressent parce qu'elles connaissent ça et elles adhèrent ou elles adhèrent pas. Et voilà, et c'est comme ça un peu qu'on décide de rester à l'association et qui facilite qu'après, on crée un collectif actuellement un peu dans le même sens. Et donc nous passons à notre question d'expert, et aujourd'hui notre expert c'est Simon Cotin-Marx, auteur notamment de La sociologie des associations et tout récemment de Travailler sans patron aux éditions Gallimard, précisément un travail sur l'autogestion avec Bastien... Pardon, excuse-moi, je vais te laisser dire son nom alors. Avec Baptiste Milando, qui est un économiste lyonnais. Et donc, on est ravis de te retrouver dans le podcast, parce que c'est la deuxième fois que tu reviens. Ça faisait vraiment sens de t'inviter aujourd'hui parce que précisément, vous venez d'écrire donc cet ouvrage sur l'autogestion. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que vous êtes lancé avec Baptiste dans un travail sur l'autogestion ? Oui, du coup, ça fait le point en plus avec, le lien avec la dernière fois que je suis venu vous voir, parce que je vous ai parlé de mon livre C'est pour la bonne cause, et c'est un livre dans lequel je fais une analyse de tout ce qui ne va pas dans le monde associatif. Pourquoi les conditions de travail sont moins bonnes dans les associations, et du coup, on explique que c'est lié à l'engagement des salariés, des employeurs qui sont bénévoles, puis aussi évidemment aux contraintes extérieures qui pèsent sur les assos, donc l'action des pouvoirs publics ou la concurrence. Et du coup, ce livre, je l'ai présenté une 50aine de fois et à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais c'est un peu déprimant ou ça nous met en colère ». Donc, c'est génial parce que j'essaie d'engager les gens d'aller plus vers la colère. Syndiquez-vous dans un syndicat de salariés, un syndicat d'employeurs ou dans des associations comme le CAC, le collectif des associations citoyennes, pour essayer de régler ces problèmes-là qui sont très très énervants, agaçants, etc. Et surtout, du coup, on me demandait aussi des solutions. En fait, comment on peut faire pour faire mieux, pour travailler collectivement, si possible sans patron, et dans des bonnes conditions. Et du coup, avec Baptiste, on s'est retrouvé sur ces questions-là. Donc Baptiste Milando, c'est un économiste qui est spécialiste de la décroissance et qui a aussi travaillé dans des coopératives comme Alter Conso, du coup il connaît très bien le sujet. Et il se trouve qu'il avait fait un cours sur le sujet, sur l'autogestion et l'économie sociale et solidaire. Donc on s'est dit qu'on allait mettre notre savoir, les enquêtes qu'on avait fait en commun pour faire un livre. Et ce livre, en fait, il vise à faire une chose, c'est ce que l'auteur de Micropolitique des groupes, Verkotteren, il appelle une culture des précédents. Voilà. Donc l'idée, c'est de construire une culture des précédents. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans les structures autogestionnaires, quels sont les problèmes qu'ont rencontrés les organisations autogestionnaires et comment elles ont résolu ou pas ces problèmes. Voilà, l'idée, c'est de ne pas recommencer à chaque fois à zéro, parce que l'autogestion, finalement, elle a une longue histoire. Et sauf qu'à chaque fois, on recommence, sans en prendre connaissance. Donc là, le livre, ça, c'est l'idée, c'est de faire un peu une synthèse de toutes les expériences qui ont eu lieu, ces 70 dernières années, et puis de rencontrer aussi des organisations qui aujourd'hui, actuellement, mettent en œuvre l'autogestion. Et alors, donc tu dis que on réinvente toujours un peu ces pratiques autogestionnaires. Ludo parlait de l'isomorphisme des formes associatives qui va plutôt vers cette centralisation du modèle dominant associatif. À ton avis, pourquoi est-ce que on en revient toujours à ces schémas-là ? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de créativité ? Pourquoi est-ce que ça reste si marginal finalement ? Alors, je veux dire plein de gros mots. Le mot isomorphisme institutionnel a déjà été dit, mais en gros, pourquoi en fait on n'arrive pas à faire autrement que ce qu'on voit dans les entreprises et dans les administrations ? Déjà, c'est que notre imaginaire il est imprégné en fait de ces hiérarchies des chefs. L'école nous apprend à respecter les hiérarchies, l'entreprise c'est encore pire. On a les managers, on a le patron au-dessus, et puis évidemment, on a l'impression que c'est le modèle dominant et que finalement il n'y a pas d'autre solution. En plus de ça, quand on
a envie de travailler sans patron, en fait, on a énormément de contraintes qui nous tombent dessus. Bon, on en a un peu parlé, mais pour le dire autrement, mais quand on est une organisation, une entreprise, en fait, on est sur un marché concurrentiel. Il faut produire efficacement. Enfin, en tout cas, si on vend un service, il faut qu'il soit au même prix ou moins cher que le concurrent. Voilà. Et du coup, tout ça pousse à l'efficacité, et l'efficacité, ça pousse à des organisations qui sont un peu militaires, en tout cas hiérarchiques. Voilà. Du coup, souvent, on se dote de patrons, voilà, pour être plus efficace. Après, il y a aussi toutes les contraintes de l'État. Voilà, il y a des normes. Voilà, dans le travail social, par exemple, il faut des gens qui ont certains diplômes pour diriger des structures du secteur sanitaire, social ou médico-social, comme des EHPAD ou l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, il y a encore des contraintes bureaucratiques. Voilà, celles et ceux qui ont créé une association, ils savent très bien que pour avoir un compte en banque, en fait, il faut un président ou une présidente. Les banques ont énormément de mal à comprendre qu'on peut avoir une direction collégiale. Mais c'est aussi vrai pour la préfecture. La préfecture met à disposition des statuts types. Et en fait, les préfectures les services de la préfecture ont tendance à croire que en fait, c'est la loi, alors que pas du tout. Ça a été dit au début. La loi 1901, c'est une loi de liberté. Et en fait, on fait à peu près ce qu'on veut avec cette loi 1901. Il suffit d'être 2 pour créer une association. Il faut avoir un objet, il faut être non lucratif, avoir une gestion désintéressée. Voilà, et c'est à peu près tout. On n'est pas obligé d'avoir une forme organisationnelle particulière. Mais c'est maintenant que je dis des gros mots. Parce que, en gros, il y a des chercheurs qui s'intéressent depuis très longtemps en fait, à cette question de la démocratie dans les entreprises ou dans les organisations. Et on peut notamment citer un sociologue qui s'appelle Roberto Michels, qui a travaillé sur le parti démocrate allemand au début du XXe siècle. Et lui, ce qu'il dit, voilà, le parti démocrate allemand à l'époque, c'était une organisation de masse, avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ce qu'il nous explique, c'est que toutes les organisations, enfin à partir de cette étude de cas, toutes les organisations sont vouées à se doter d'une oligarchie. Voilà. Et il énonce une loi, la loi d'airain de l'oligarchie. Alors l'airain, c'est un métal très dur, c'est comme du bronze. Et il dit, voilà, toutes les organisations donc, sont vouées à avoir un petit groupe de personnes qui prend le pouvoir. Bon, il a plusieurs explications à ça. Bon, une psychologique. En gros, il explique que oui, les gens ont envie d'avoir des chefs. Donc c'est pour ça qu'ils se dotent de chefs. Il a aussi une explication qui est technique. C'est vrai que c'est difficile d'avoir de la démocratie directe dans une organisation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ok, pourquoi pas. Et enfin, une dernière explication, il dit être à la direction, ça nécessite des compétences. Et en fait, ces gens qui ont les compétences, finalement, après, c'est eux qui décident. Voilà, ils ont une expertise et c'est eux qui décident. Et du coup, voilà, il nous énonce cette loi d'airain de l'oligarchie qui est très embêtante, d'autant plus qu'on a un autre sociologue, alors plus récent, lui, qui a écrit entre les années 50 et 70. Il s'appelle Albert Mechter. Et du coup, c'est un grand spécialiste de l'autogestion, c'est un anarchiste. Il étudiait l'autogestion yougoslave, l'autogestion péruvienne, qui était en uniforme. Il a étudié des habitats participatifs, des coopératives, des associations. Enfin bref, il s'est bien baladé, et il a bien étudié. Et en fait, à la fin, dans les années 80, il était un peu désillusionné. Et il dit finalement, ce que je rencontre, c'est pas l'autogestion, mais plus un songe égalitaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit des organisations qui veulent créer de l'égalité dans leurs organisations, mais à chaque fois, ce que j'observe, et ça c'est le dernier gros mot que je vais dire, il parle de dégénérescence des organisations autogérées. Donc, selon lui, enfin, d'après toutes les observations qu'il a faites, puis a priori, il n'y a personne pour le contredire vraiment, toutes les organisations sont vouées à dégénérer. C'est-à-dire que même s'il y a un idéal égalitaire au début, petit à petit, on se dote de chefs. Et il explique qu'il y a plusieurs étapes. Voilà, en gros, il y a la première étape, les débuts, on est tous copains, on se connaît bien, tout le monde est légitime pour parler. Et petit à petit, on rentre en concurrence avec d'autres organisations. Donc du coup, on doit mettre en place la division du travail. Petit à petit, on donne des mandats qu'on confie à des administrateurs. Et puis voilà, petit à petit, ces administrateurs, on va moins les contrôler parce que faire des assemblées générales régulières, c'est quand même un peu fatigant. On a d'autres choses à faire. Voilà. Donc petit à petit s'installe finalement cette oligarchie dont nous parlait aussi Roberto Michels. Et ce livre là, donc qui est pas un manuel du tout. En gros, on donne pas des solutions, mais on dit plutôt quels sont les problèmes que rencontrent les organisations et comment ils essayent de résoudre ces problèmes. En fait, il répond en fait à Michels et Mister. En fait, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord avec eux. Ça nous plaît pas. On a le droit de le dire que politiquement, nous, on n'a pas envie d'être face à ce fatalisme
d'oligarchisation des organisations, de dégénérescence. Et du coup, on regarde dans le bouquin comment font toutes les organisations autogestionnaires pour s'en sortir. Mais alors, au-delà du fait que ça vous plaise pas, est-ce que vous avez trouvé qu'il fonctionne bien ? Évidemment, sinon on n'aurait pas écrit le bouquin. C'est bon, j'en ai déjà écrit un qui déprime la moitié des gens qui le lisent ou qui les met en colère. Voilà, donc celui-là, non, on est vraiment sur les solutions. Mais plus que les solutions, en fait, on est sur quelles sont les difficultés que rencontrent les organisations autogérées. Bon. Alors, il y en a un certain nombre. On a fait 13 chapitres. Voilà, donc 13 difficultés. 13 grandes difficultés, mais en fait, c'est des questions qui sont super intéressantes. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que faire le choix de l'autogestion, c'est choisir des problèmes qui sont spécifiques. Mais toutes les organisations ont des problèmes. Une organisation hiérarchique a ses problèmes, sauf que ceux des organisations autogérées, nous, on les trouve beaucoup plus intéressants. Voilà. Donc, je peux vous en donner quelques-uns. Un des problèmes qu'on a dans une organisation autogérée, c'est comment conjurer l'émergence d'un chef. Comment on fait pour éviter qu'il y ait un chef qui prenne le pouvoir. Voilà, bon, je vais vous citer plein d'auteurs, peut-être que je ne vais pas le faire, mais par exemple, il y a Jo Freeman, qui était une militante féministe, qui nous explique qu'il y a une tyrannie des organisations... non, attendez, je me perds. Tyrannie de l'absence de structure. Voilà, tyrannie de l'absence de structure, exactement, merci. Et en gros, elle explique que si on ne se donne pas de règles, en fait, si on ne se dote pas finalement d'un système de domination légale et rationnelle, finalement, émerge un pouvoir charismatique. Voilà. Donc, comment émerger l'émergence d'un chef ? Donc déjà, première réponse, c'est qu'il faut se doter de règles. Parce que si on ne se dote pas de règles, du coup, on a ces fameux leaders qui émergent. Bon, on est allé se balader dans l'Amazonie, on est allé voir les civilisations qui font le choix d'avoir des chefs sans pouvoir. Bon, on est aussi allé voir dans la Creuse, par exemple, Ambiance Bois, qui fait le choix de ne pas avoir de chef et qui, du coup, parce que c'est une SAPO, c'est une coopérative, ils sont obligés d'avoir un gérant. Bon, du coup, ce qu'ils font, ils le tirent du chapeau. Littéralement, ils mettent tous les noms des membres de la structure dans un chapeau, ils le tirent et puis pendant un an, ça sera lui le gérant officiel de la structure. Voilà. Donc ils ont un chef, ils se dotent d'un chef, mais il est sans pouvoir. Voilà. Bon, je passe parce qu'il y a énormément d'exemples et de solutions qu'on cite dans le livre. Et voilà, donc pour vous donner quelles sont les difficultés, c'est quoi le périmètre de la démocratie ? Qui doit être citoyen dans l'entreprise ? En fait, la réponse, elle n'est pas évidente. Est-ce que ça doit être les adhérents ? Est-ce que ça doit être les salariés ? Est-ce que ça doit être toutes les parties prenantes ? Donc là, derrière ça, on a des statuts différents. Associations, coopératives, sociétés, les SIC. L'autre question, c'est comment éviter l'inaction ? Parce qu'en fait, quand on est dans des organisations démocratiques, en fait, on délibère, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut délibérer rapidement et efficacement à 10, à 100, à plus, à 80 000 ? Voilà, c'est un type de question. Mais je vais aller vers des questions qu'on a évoquées. Celle qu'on n'a pas évoquée, c'est la question du partage des richesses. Question hyper intéressante. Comment se partagent les richesses dans une organisation autogérée ? Est-ce que c'est tout le monde le même salaire ? Est-ce que certains méritent des salaires plus importants que d'autres ? Oui, parce qu'ils font plus d'efforts, parce qu'ils sont plus diplômés. Voilà. C'est des questions hyper intéressantes dont on parle dans le livre. Et enfin, celle qui fait écho à la discussion qu'il y a eu juste avant, c'est comment on fait pour... s'employer collectivement sans patron, comment on fait pour travailler en coopération, parce que là, dans le cas qu'on a évoqué, il n'y a pas de salariés. Et en fait, ça pose des questions. Voilà. En fait, s'il n'y a pas d'employeur, pour aller vite, qui occupe les fonctions de l'employeur ? Comment on fait pour recruter sans patron ? Comment on fait pour prendre soin sans patron des autres ? Comment on fait pour gérer les tensions quand il n'y a pas de chef, pour trancher et prendre les décisions qui sont difficiles ? Comment on fait pour se séparer aussi quand il n'y a personne qui prend cette décision de dégager quelqu'un qui est toxique, par exemple. Voilà. Sur le prendre soin, du coup, on a vu plein de choses, comme une organisation, une ONG bruxelloise qui s'appelle Fern, qui est une asso écolo, qui a un système de mentorat. Parce qu'en gros, normalement, dans une association employeuse, c'est le DRH ou en tout cas le directeur qui est censé prendre soin des salariés. Bon, ils oublient souvent de le faire, alors que la santé au travail, c'est quelque chose d'important. Tout le monde le sait. Mais voilà, donc du coup, dans cette association, il faut un système de mentor. C'est-à-dire que chaque personne, du coup, a 2 autres collègues comme mentors à qui ils font leur entretien annuel, avec qui ils peuvent discuter quand il y a un problème, ou quand les autres ont un problème aussi, c'est avec eux qui discutent et qui font une médiation, quoi. Pour le prendre soin, un autre exemple, du coup là c'est une crèche de la Creuse. Ce qu'ils font, ils font appel à des gens extérieurs, parce que
pareil, et personne ne veut occuper la fonction de chef. Ils ont du mal à occuper cette fonction du prendre soin. Donc, du coup, ils ont demandé à des associations autogestionnaires qui sont à l'extérieur de venir chaque trimestre pour faire des entretiens annuels, animer les discussions en groupe et vérifier que tout se passe bien pour tout le monde. Et quand il y a des problèmes, essayer de faire des médiations. Voilà. Donc, je suis passé assez vite sur l'ensemble du bouquin qui est assez riche. On a mis 4 ans pour l'écrire et il fait un peu moins de 400 pages, mais c'est un Simon l'a sous la main, il est en train de regarder. Et voilà. Et du coup, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Faut le montrer à la caméra. Alors, je montre à Pas la de caméra, c'est du podcast. Oui, je peux décrire quand même la couverture dessus. Bon, il y a marqué Travailler sans patron. Et il y a aussi une affiche, une vieille affiche, celle de LIP, qui est une usine de montres qui, dans les années 70, s'est mis en autogestion. Et ils ont un slogan qui est assez sympa. Et ce qu'ils disent, c'est on fabrique, on vend, on se paie. Parce que ils ont décidé de se débarrasser de leur employeur qui voulait se débarrasser d'eux, parce qu'un plan social était prévu. Ils l'ont dégagé, ils ont repris la production, ils ont vendu leurs montres, ils se sont payés. Voilà, et c'est un exemple assez inspirant d'autogestion, en tout cas qui inspire encore aujourd'hui tous ceux qui se lancent dans une aventure autogestionnaire, parce que, comme ils le disent, c'est l'imagination au pouvoir. Et j'ai peut-être une dernière question pour toi. Nous, on est un podcast spécialisé sur le monde des associations. Là, tu parles aussi bien d'entreprises, on va dire classiques, qui deviennent donc des coopératives. Est-ce qu'il y a des spécificités que vous avez repérées au secteur associatif, ou finalement, ça revient globalement aux mêmes enjeux d'autogestion que les autres formes juridiques d'organisation ? Oui, donc encore une fois, la loi 1901, elle permet énormément d'innovation. Après, la grande différence est sur la question du périmètre de la démocratie que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, dans les associations, c'est les adhérents qui ont le pouvoir et pas les salariés. Et les salariés, évidemment, ils peuvent prendre une place au CA. Ils peuvent y rentrer, il faut juste qu'ils y soient pas majoritaires. Et il y a juste une personne qui n'a pas le droit d'y siéger, ça va être le directeur ou la directrice, parce que sinon, ce serait une gestion de fait. Voilà, c'est le Conseil d'État qui nous dit ça. Voilà. Donc ça, c'est les associations. Donc quand même, le pouvoir, il est aux adhérents, mais les adhérents, ça peut être des financeurs, ça peut être des partenaires, ça peut être des collectivités. Enfin, c'est quand même assez ouvert. Dans une SCOP, dans une coopérative, c'est les sociétaires qui dirigent, et les sociétaires, ce sont les salariés. Voilà. Donc là, on a un peu le modèle inverse. Ceux qui ont tout le pouvoir, c'est les salariés. Par contre, là, les adhérents ou les bénéficiaires, du coup, par contre, c'est difficile de les associer. Et après, la dernière forme, c'est la SIC, qui propose le modèle, on va dire, le plus large en termes de périmètre des démocratiques, parce qu'on peut associer aussi bien des adhérents, des salariés que des collectivités de manière assez facile. Après, dire ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie. Ça ne veut pas dire que les SIC, c'est mieux que les assos ou les SCOP. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver la bonne organisation pour adapter à ses membres et à l'organisation, à la démocratie qu'ils veulent mettre en place. Merci Simon. Ok, ça fait merci, effectivement. Et ça fait une super transition. Comment vous, du coup, c'est quel modèle que vous avez mis en place pour répondre à vos besoins ? Ouais. Du coup, c'est compliqué, puisque du coup, par exemple, en tout cas, pour reprendre juste derrière, c'est... en tout cas, pour nous, l'autogestion libertaire, c'est déjà, ça se passe en dehors du salariat. Donc, les entreprises autogestionnaires, quand elles existent, elles ne sont pas libertaires. Et elles sont soumises à tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les logiques du salariat et de la concurrence capitaliste. Donc, en fait, le culturel ou le système va revenir très rapidement avec la nécessité d'être efficace, etc., etc. Donc nous, en fait, pour reprendre je ne sais pas si les auditeurs connaissent, il est déjà dans l'autre podcast, mais le test de l'autogestion. Donc le test de l'autogestion libertaire, c'est pas d'assemblée générale, pas de salariés, pas de gestion informatisée. Donc là, nous, à BrainPie, on n'est pas encore dans les clous. Pas de salariés, c'est bon. Pas d'AG, on en a encore une d'AG, parce qu'on n'a pas changé les statuts, comme je disais tout à l'heure, et donc on maintient l'AG, mais... quand on aura réécrit les statuts, il n'y aura plus nécessairement d'AG, on trouvera un autre système. En tout cas, j'estime que l'Assemblée générale n'est pas un moment démocratique. Quand on regarde les statistiques de présence aux AG, c'est un peu déplorable, y compris même avec le vote électronique, ça permet un peu plus de vote, mais en fait, les gens n'ont pas accès
à l'information et ne sont pas à même de délibérer. En gros, on leur dit vous votez oui ou non à ce qui a déjà été décidé et pensé par avance. Donc globalement, c'est très rare qu'il y ait des oppositions en AG. Sur des votes, quand on dit acceptez-vous le rapport financier, personne va fouiller de fond en comble le rapport financier. Donc en général, il est accepté. À moins qu'il y ait des enjeux de prise de pouvoir ou de putsch, mais je veux dire, bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc, en tout cas, voilà, l'AG, nous, on l'a encore. Et gestion informatisée, on essaye le moins possible. Après, on a le problème qu'on est une association nationale avec des gens éclatés partout en France. Donc, on a quand même des moyens... Enfin, on n'a pas une gestion informatisée. Par gestion informatisée, il faut entendre un logiciel qui gère tous les aspects de la vie de l'organisation, comme il y a dans les entreprises. Donc, les logiciels dans les entreprises, ça gère les RH, les commandes, les factures, les machins, et tout ça, souvent, c'est géré de manière assez centralisée, auquel d'ailleurs les salariés et les clients n'ont pas accès. Hein, voilà. Donc nous, on a des outils informatiques comme des moyens de communication entre nous et du stockage de données Drive et compagnie. Mais voilà, on n'est pas piloté par on n'a pas de CRM, donc pour piloter nos adhérents. On n'a pas de gestion comptable très développée. Donc notez bien, il n'est pas obligatoire d'avoir une gestion comptable très développée dans une association. Ça aussi, c'est une croyance. Donc voilà, donc on a sur les 3 piliers du test de autogestion, il y en a 2 qui sont plutôt OK et le 3e pas encore, mais on essaye aussi de faire que l'AG soit pas un moment... on n'essaye pas de faire genre que c'est un moment ultra démocratique. C'est un moment d'information plus qu'autre chose, parce que c'est aussi les prétentions qui font que... Enfin, voilà. Donc, je sais pas si c'était une bonne définition, mais c'est la mienne. Et du coup, vous travaillez avec des groupes de travail, c'est ça ? Enfin, vous travaillez. Oui, on s'organise en groupe de travail, comme je disais avant, selon les intérêts et les disponibilités des bénévoles. On se regroupe et on prend des tâches en charge. Benoît a dit beaucoup des choses qu'il n'y a pas à l'association. Je vais ajouter encore, justement dans le côté... pratique de l'association, dans le fonctionnement de l'association, on n'a pas des créneaux horaires fixes à respecter, on n'a pas des tâches fixes non plus à faire. Même quand on se positionne sur une tâche dans ce groupe de travail, on dit moi je prends ça en charge. Si finalement on ne se sent plus les faire ou on n'a plus la disponibilité pour les faire, on ne le fait pas et on trouvera le moyen, quelqu'un d'autre le fera ou ça ne sera pas fait et ça voudrait dire que ça ne devait pas être fait. En gros, on n'a pas vraiment d'obligation. Et surtout, il n'y a pas des patrons, on essaye, qu'il n'y ait pas de pouvoir. Donc, il n'y a pas. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a à Brandpaille ? Beaucoup de liberté de chaque individu pour finalement créer un collectif et beaucoup d'adaptation aux individus pour essayer de créer un collectif. Et voilà. Beaucoup de soins, du coup. Oui, à la fin, pour moi, c'est prendre en compte chaque individu, le fonctionnement de chaque individu, les disponibilités, etc., pour pouvoir prendre soin de lui, ce qui a comme conséquence prendre soin du collectif aussi. Et du coup, ça crée pas de friction, parce que vous disiez donc pas d'efficacité, forcément de recherche d'efficacité, où on accepte que quelqu'un, du coup, se défasse de quelque chose sur lequel il s'est éventuellement engagé. Ça passe nickel Non. Non, on a les mêmes problèmes que partout, mais... Mais ce qu'on peut juste dire en introduction, c'est quand même que par rapport à avant, parce que tout à l'heure j'ai fait un portrait de comment était l'association avant avec des burn-out, des boules au ventre, machin. En fait, malgré les problèmes qui persistent, parce qu'en fait, ça va pas s'arrêter voilà, il y a l'isomorphisme et tous les trucs qui ont été dits depuis tout à l'heure, qui vont nous ramener à la moyenne tout le temps de vouloir refonctionner, voilà. Et en fait, on a en tout cas, les gens qui sont partis de l'association depuis 3 ans, ils sont partis que pour des raisons, je sais pas, ils reprennent des études en doctorat ou je sais pas quoi, ils ont autre chose à faire. Mais c'est assez rare. Et en fait, depuis 3 ans, à chaque fois, on double l'effectif chaque année. Donc, on est parti à 5, après on a fait 10. Après, on double pas, mais on augmente on est une de vingtaine. manière arithmétique. Et là, on est une vingtaine. Et on n'a plus tous les effets négatifs qu'on voyait avant. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres... Maintenant, il y a des nouveaux effets qu'il faut contrer, mais les anciens effets, au moins, ils ont disparu. Non, mais ça, juste en vous écoutant, quand vous dites il n'y a pas de salariés, pas d'AG, pas d'informatique, on a presque l'impression qu'il n'y a pas de gestion. Donc, c'est plus de l'auto sans gestion. Parce que c'est vrai qu'en fait, autogestion, c'est se donner des cadres et organiser le travail. Et du coup, là, quand on vous écoute, finalement, c'est relâcher l'organisation du travail. Donc, c'est assez intéressant, mais du coup, c'est un peu
je sais pas si c'est de l'autogestion, enfin si c'en est, parce que vous en réclamez, il n'y a aucun souci. Mais du coup, je me demande aussi un peu ce que c'est une forme un peu hybride, quoi. Pour moi, il a quand même un cadre. La question est que ce cadre n'est pas fixé et qu'on le remet tout le temps en question parce qu'on veut prendre en compte chaque individu, parce que l'individu change. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais là, il y a Benoît et moi, on prend la parole. Mais si vous prenez d'autres bénévoles de l'association, leur discours sera sûrement... je dirais pas opposé, mais il aura des différences. Donc nous, on donne juste une petite représentation de l'association. Mais à la fin, il a un cadre. On sait juste que ce cadre, il est tout le temps remis en question parce qu'on grandit, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qu'on essaie de les prendre en compte et ça remet tout le temps les cadres en question. Du coup, c'est un peu, on l'a dit tout au début, est-ce que c'est suicidaire? J'en sais pas, mais en tout cas, ça prend beaucoup d'énergie. On a un cadre, mais on le fait évoluer tout le temps puisque le collectif est en constante évolution aussi. Et pour rebondir sur la question de Simon, là, j'ai l'impression que vous parlez de votre association. Vous dites que la principale activité de l'association, c'est d'organiser un événement. Est-ce que dans l'organisation de l'événement, notamment s'il accueille des personnes qui sont extérieures à votre association, on retrouve cette forme d'autogestion de l'événement en tant que tel, ou est-ce que c'est moins présent dans l'organisation événementielle? Alors, avant de répondre, j'ai juste une petite précision à est-ce que l'activité principale des Brins de Paille est organiser les RMP? Je pense que c'est l'activité la plus visible, mais pour moi, ce n'est pas la principale. Pour moi, justement, la principale, c'est de créer ces terrains d'expérimentation où on peut tout mettre en question et on peut créer ce système et ce cadre que pour nous est de l'autogestion. Pour revenir à l'événement, oui, l'idée, c'est de créer un événement en autogestion où là, pour le coup, on crée un vrai cadre en amont dans la préparation de l'événement. Ça dépend du temps. Cette année, on a eu quelques mois. On est en plein préparatif pour l'édition août 2024, du 22 au 25 août 2024. À côté de Saumur. L'épisode ne sera pas sorti, donc Merde. Voilà. Par contre, si vous voulez rejoindre les RNP 2025, il y a une équipe à rejoindre. Ça sert à peu près dans les mêmes dates, du 21 au 24. Bon, bref. Ce qu'on fait pour l'organisation des rencontres nationales de permaculture, c'est, dans la préparation de l'événement, créer un cadre pour faciliter la mise en œuvre d'une autogestion guidée. Alors, l'événement a pour but de créer une expérience d'autogestion à un plus grand collectif. On peut arriver à être plusieurs centaines de personnes sur les mêmes lieux en même temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà familiarisées ou qui fonctionnent dans la vie quotidienne en autogestion. Il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et nous... Et certaines qui sont contre. Aussi. Et certaines qui sont contre. Et du coup, notre idée, c'est de créer un cadre qui puisse répondre au maximum à tout le monde, avec toutes les difficultés que ça implique. Mais du coup, c'est une introduction, légère introduction à la permaculture aussi, mais du coup à l'autogestion. Voilà. Et comment cette autogestion prend place à l'événement? Tout participant devient bénévole de l'événement, ce qui fait que tous les pôles, que ce soit le bar, l'accueil, les toilettes sèches, le coin enfant, les déchets, l'eau, les déchets et beaucoup d'autres, c'est géré par les personnes qui participent. Il n'y a pas vraiment une équipe d'organisation qui prend en charge. Après, oui, on a quand même des référents qui gardent un œil pour voir si c'est fait ou pas. Et au moment de l'agora, on fait des annonces. Ça marche pas trop. Ça n'est pas en train de marcher non plus. Les toilettes sèches sont jusque là. Donc l'agora, parce que tu dis agora, mais du coup l'agora, c'est un moment qui a lieu 2 fois par jour ou qui réunit tous les gens qui ont envie de venir, parce qu'il y en a qui le matin qui dorment et l'après-midi qui digèrent, mais peu importe, ça réunit quand même pas mal de personnes et se pose toutes les questions. C'est à la fois le moment où de régler les problèmes ou de créer des groupes de travail pour régler les problèmes, et un moment de dispatching des gens dans les différentes activités du matin ou de l'après-midi ou du soir. Et les ateliers aussi, je crois, sont gérés.
Oui, les ateliers et donc toute la programmation, parce que du coup on parle de toutes les tâches à faire, mais à la base c'est un événement où on parle de permaculture avec cette fameuse fleur de la permaculture. Il y a des ateliers, des temps d'échange sur plein de sujets différents. Et donc cette programmation, elle est aussi créée par les participants, donc toute personne est légitime à prendre la parole, à dire à quel créneau et dans quel lieu il veut donner rendez-vous aux personnes qui sont intéressées et donc aborder un sujet et échanger sur un sujet avec les personnes intéressées. Et ce qu'il faut dire sur l'Agora aussi, parce que c'est quand même le lieu, enfin en tout cas, parce que ça c'est, comme je disais, on a un processus itératif qui fait qu'on peut modifier les choses qu'une fois par an à peu près. Donc on veut que l'événement soit le plus autogéré possible et donc synonyme démocratie, donc en gros il puisse y avoir des délibérations sur les sujets, sur les règles, parce qu'en fait nous on va dire l'équipe d'Orga reprend les règles de l'année dernière en modifiant légèrement certaines choses pour correspondre à ce qui a été vu, et puis ensuite on renvoie les sujets à l'Agora en disant, par exemple l'année dernière il y avait eu un sujet sur les femmes peuvent-elles enlever ou non leur t-shirt comme les hommes, et inversement, est-ce que les hommes s'ils le font, est-ce qu'ils peuvent arrêter de le faire si les femmes peuvent pas le faire, bon voilà, je sais pas si vous connaissez ce sujet. Et en gros, ce sujet il a été renvoyé à un groupe, à un groupe de travail de gens, là, des gens qui sont venus au festival, de réfléchir à la question et de faire une proposition à l'Agora. La proposition a été adoptée, c'était une proposition un peu hybride qui n'a pas satisfait tout le monde. Non pas que c'était une décision définitive, mais c'était la décision du moment, quitte à ce qu'un autre... Enfin, l'idée, c'est qu'un autre groupe récupère le processus intellectuel, puis le ramène à l'Agora plus tard, etc., etc. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a eu... un cas où, malgré cette volonté qu'on a, l'équipe d'organisation s'est retrouvée à prendre une décision qui était probablement pas de son ressort, mais comme c'était un cas grave, etc., l'isomorphisme revenant au galop, on s'est dit, tiens, il faut gérer ce cas, on peut pas mettre ça sur la place publique, on va pas faire de la démocratie parce qu'il faut, je sais pas, protéger les gens, je sais pas quoi. Non, en fait, si les gens sont des consommateurs, on doit les protéger. Si les gens sont des acteurs, ils sont... S'il y a des violences sexistes et sexuelles, en fait, ils doivent être mis au courant et impliqués là-dedans. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées quand même. Il y a eu des rondes qui se sont mises en place, ce genre de choses. Mais le sujet n'a pas été mis au centre du village, ce qui sera probablement le cas cette année si ça se reproduit. Simon, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir. J'avais une question parce que on a parlé notamment des toilettes sèches, donc je voudrais revenir là-dessus parce qu'en vrai, c'est un vrai problème. Le caca, c'est important. Le caca, c'est important, et du coup, il y a un sociologue qui s'appelle Michel Lallemand qui a écrit un livre qui s'appelle Désir d'égalité. Il allait étudier, il raconte les communautés intentionnelles aux États-Unis, donc des gens qui vivent et qui travaillent ensemble. Et évidemment, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a des tâches que personne ne veut faire. Et en l'occurrence, là, c'est la vaisselle. Et du coup, cette communauté intentionnelle, elle se donne des règles justement pour que tout le monde à un moment fasse la vaisselle, ou que la vaisselle soit plus rétribuée dans le travail collectif. Et en gros, c'est un peu la question que je pose, c'est-à-dire que si on se donne pas de règles, du coup vous vous dites on annonce dans l'Agora qu'il y a un problème, les toilettes sèches sont pleines, du coup il y a des volontaires. Mais sauf que si on ne donne pas de règles officielles, il y a des règles implicites qui se mettent en œuvre. Et là on a parlé d'isomorphisme institutionnel, on aurait pu aussi parler de patriarcat. Et par exemple, est-ce que c'est pas tout le temps les femmes finalement qui se dévouent pour aller s'occuper de tâches, on va dire, indignes, ou de tâches de soins, faire la vaisselle, s'occuper des toilettes, s'occuper des blessés, faire l'infirmerie. Est-ce que du coup on retrouve pas d'autres logiques on ne contrecarre pas avec des règles? Si, clairement. En tout cas, on n'a pas aboli le patriarcat au RNP, clairement pas. Mais en tout cas, la tâche sur laquelle on a le plus de problèmes, c'est la gestion du parking, je pense. Mais parce que c'est un endroit chiant. Et l'accueil. Et l'accueil. Mais parce que l'accueil, ça demande un peu d'avoir une image, de pouvoir orienter les gens. Le soin aussi. En fait, il y a des problèmes sur tout un tas de tâches, mais par exemple, les toilettes sèches, ça va plutôt quand même être souvent des mecs parce que c'est lourd, machin. Donc, en fait, là, on va utiliser le patriarcat à l'envers. Des bonhommes. Voilà. Mais du coup, ça fait que c'est pas les femmes qui portent le caca. En tout cas, moins. Mais on n'a pas trop de problèmes avec les toilettes sèches. En tout cas, c'est pas trop le... en tout cas, ça, c'est pas parce qu'on n'a pas de problème là-dessus qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Mais évidemment qu'il y a tous ces trucs-là qui se posent. Mais en fait, non, mais je veux quand même insister là-dessus parce que c'est... l'autogestion n'est pas une absence de cadre, c'est un cadre très précis qui est juste pas le même que d'habitude. Et en fait, la plupart des gens confondent
l'absence de hiérarchie avec l'absence de règles. Donc en fait, certains disent que l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir. Donc c'est bien ça l'idée. Hein, c'est un ordre très spécifique qui a ses propres règles, qui est pas parfait parce qu'il est pas majoritaire et il doit être construit avec les gens et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette culture-là de l'autogestion. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au RNP, on part quand même avec une population qui est, on va dire, pour un quart un peu au fait de l'autogestion, et puis pour les trois quarts, pas du tout. Donc en fait, on peut pas leur plaquer un truc en disant, maintenant vous avez fonctionné comme vous avez. Donc espèce de transition, là, on essaie petit à petit de mener les personnes vers ça. Mais il n'y a pas une absence de règles. Après, il faudrait réfléchir à. C'est ça. En vrai, il y a des règles qui se répètent à chaque édition et on a une organisation qui se met en place. En fait, l'Agora, c'est un moment où on est tous ensemble, où on partage ces règles-là et on se dispatche déjà dans les différentes tâches. C'est juste si malgré ça, ça ne marche pas, et ben l'Agora d'après, on peut quand même faire cette annonce de telle tâche n'est pas faite, il y a un truc qui va pas dans le collectif. Est-ce qu'on peut faire encore plus attention sur ça? Mais mais on peut donner des règles, enfin, par exemple. Oui. Non, où je le dis, mais. Enfin, j'en ai 2-3 en tête, mais par exemple, en tout cas, à chaque fois, la première Agora, on répète toutes les règles, enfin, en tout cas, qui sont. Il y a tout un tas de gens qui reviennent d'année en année, donc on demande aux gens de repartir sur les règles d'avant, et généralement, ça sort assez facilement. Donc, on peut aller et sortir d'un atelier quand on veut, donc on n'a pas d'obligation à suivre ou à se sentir prisonnier d'un discours qui nous plaît pas. Les chiens sont en laisse pour tout un tas de raisons. Je sais plus. Enfin, il y a plein de règles comme ça qui sont dites. Et puis il y a notamment les rapports de domination qui sont rappelés, pareil, sur le fait que c'est dit de différentes manières. Il y a les équipes de soins qui sont là aussi pour récupérer les paroles et les violences qui remontent. Et donc tout ça, c'est présenté aux Agora, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas parfait. Hein. C'est clair. Et du coup, pour revenir au cadre où vous êtes entre bénévoles, donc les différentes réunions dans l'année, etc. Tout à l'heure, Maïté, tu disais qu'il y avait donc une prise en compte des gens qui sont dans l'assaut, de leurs envies, etc. Et donc une évolution du cadre. Est-ce que vous avez des exemples concrets de moments où le cadre n'était pas satisfaisant et vous avez fait évoluer suite à des situations particulières? Le cadre des RNP, tu veux dire? Non, de l'assaut. Non, on arrête les RNP. Ouais, ok, les RNP. Oui, tout. Enfin, puisqu'on a mis en sommeil l'assaut pour tout refonder. Mais après ça, donc au moment où Maïté arrive, oui. Il y a un fonctionnement qui est prévu et donc il y a eu des évolutions depuis. Je ne sais pas si j'ai une réponse précise, mais puisqu'on parlait des frictions, on est parti longtemps sur... Peut-être le forum ouvert, on peut dire. Voilà, on est parti sur les RMP, mais en vrai, dans le fonctionnement de l'association, hors RMP, on essaye d'être aussi en autogestion, et il y a beaucoup de frictions, justement, entre ce qui est l'individu et ce qui est le collectif, et comment, en étant individu, je prends en charge... je fais partie d'un collectif et c'est pas toujours simple. Une des grosses difficultés qu'on a eu ou qu'on a encore aujourd'hui, c'est le travail à distance. Comme on est un peu tous repartis dans la géographie de la France, et ça passe beaucoup par des ordinateurs, des différentes plateformes pour communiquer, mais pas tout le monde a envie. Certains d'entre nous sommes déjà sur un ordinateur pour notre activité salariée. On n'a pas envie de reprendre un ordinateur quand on fait des bénévolats pour une association. Si on le fait pas, on déconnecte. Finalement, il a eu cette efficacité qui était déjà sur la table. Pour Benoît, c'est pas quelque chose de très important. Moi, je ne sais pas si je suis encore victime ou pas de ça, mais moi, je cherche une efficacité quand je m'engage dans l'association, quand je prends une tâche. Ça, c'est clairement une friction entre Benoît et moi et dans le collectif, quoi. Moi, j'ai besoin que ça avance, parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas des résultats, je viens me prendre la tête à l'infini, mais c'est fatigant. Donc, non, c'est pas une friction entre nous, parce que moi, je suis d'accord avec toi, j'avais ce même fonctionnement, mais juste j'ai un peu lâché l'affaire, c'est tout. C'est ça. Enfin, j'ai lâché moi, l'affaire. j'arrive pas à la lâcher, je pense que j'ai pas vraiment l'intention de le faire. Donc voilà, il y a... Encore une fois, on travaille à distance, on est un collectif, donc il y a des différentes disponibilités, des différents rythmes, des différentes façons de faire, des envies d'efficacité différentes.
Et du coup, comment on répond à ça? C'est justement une question qui n'a pas trouvé de réponse à brin de paille encore. Ce qu'on fait, c'est d'essayer de respecter. Si une personne n'est pas disponible, si une personne ne veut pas utiliser l'ordinateur, elle le fait pas. Mais sur la base, en théorie, on est OK avec ça. Mais moi-même, je dis je suis OK, mais quand après je dis OK, mais je veux que ça avance, du coup, c'est moi qui va prendre la tâche de celui-là et celui-là et celle-là, parce que finalement, ils ne sont pas disponibles. Personne ne me le demande, c'est moi avec moi-même, mais je me retrouve avec une charge de travail que personne ne m'impose, à part moi-même. Mais finalement, j'en veux au collectif de, disons, vous faites rien, et j'en veux aux gens, alors que, en vrai, je pourrais m'en vouloir que moi-même. Enfin, j'en sais pas. Un peu tout. Et là, si elle avait le micro, elle te dirait que c'est une question de charge mentale. Oui, mais je pense que Simon l'avait dit aussi, juste avant, c'est ça qui est toujours compliqué. Et d'ailleurs, dans un autre épisode, on n'en a pas parlé, mais on le retrouve dans d'autres associations, ce côté où on a tendance à super individualiser sa situation en disant ah non, mais ça se passe comme ça que pour moi, et du coup, ça psychologise. Et tu l'as dit aussi, Simon, là, dans la question d'expert, c'est souvent un argument qu'on met devant. Et en fait, souvent, on se rend compte que c'est aussi parce que tu n'as pas les bonnes... on va dire garde-fous organisationnels, ou en tout cas que il y a peut-être pas d'espace, et je trouve toujours intéressant dans ce que vous racontez. Et en fait, moi, depuis tout à l'heure, j'avoue, j'ai un espèce de yo-yo qui se fait dans ma tête, et je sais pas si c'est parce que j'ai raté le début ou pas, mais c'est sur le côté à la fois hyper local, parce que quand même, quand on parle de permaculture, on parle de quelque chose qui est hyper ancré, j'ai l'impression, à un endroit donné, et en même temps, vous êtes une asso nationale, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi une sorte, alors je sais pas si de schizophrénie, mais je veux dire, à la fois dans l'organisation et le principe, et du coup, j'imagine avec l'articulation de toutes vos autres activités à côté, c'est ça au global. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais c'était juste, oui, sur le fait que le côté organisationnel, il est effectivement hyper important. Mais bon, c'est aussi ce que tu disais sur le mettre des cadres, pas mettre des cadres, ou en tout cas avoir des espaces pour le discuter. Donc là, vous dites qu'une fois par an, vous avez ces espaces-là. Non, c'est tout le temps les espaces, mais c'est quand on met, par exemple, on a fait une journée de discussion sur ce sujet-là dont Maïté vient de parler. Au mois de mars là, oui. Mais donc ce sujet-là en particulier, après là il y a l'organisation des RNP, on pourra probablement pas trop en rediscuter avant octobre quoi. Et ça veut pas dire qu'on va pas en discuter là, entre nous, qu'il y aura pas des petits échanges, mais passer une journée juste là-dessus, c'est peu probable que ça arrive avant qu'on ait passé les RNP par exemple. Ça a pour autant été le cas. Ça pourrait être le cas, mais ça a été le cas quand ça... on l'a fait là en mars. Oui, c'était pas prévu en fait, c'était pas prévu. On a dit que ça, on prend pas soin de l'humain et il faut qu'on le fasse, et tant pis pour le programme, on s'en fout en fait. Après, je pense que ce qui est aussi intéressant, mais ça revient peut-être à d'autres discussions qu'on a ou qu'on aura dans d'autres épisodes. C'est aussi, je sais pas comment dire, la tyrannie de vouloir absolument l'horizontalité partout. Et en fait, il y a peut-être aussi une question de valorisation ou de reconnaissance ou de non-invisibilisation du travail, ou justement tu parlais de charge mentale. Je sais pas, peut-être que c'est quelque chose que vous travaillez ou pas. Je pense que le groupe de travail répond à ça, justement. Il n'y a pas une liste de choses à faire en général dans l'association, c'est vraiment cette division en groupes de travail, et c'est chaque groupe de travail qui décide pourquoi ils existent comme groupe de travail, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment le faire. Et après, il y a des moments où toute l'association est ensemble et on fait un point où on dit qu'est-ce qu'on a fait et peut-être comment on l'a fait, et en fait, c'est accepté. Voilà. Bon, ça règle pas parce que dans ce que tu disais tout à l'heure, il y avait, en tout cas, ça laisse montrer un truc qui s'appelle, je sais pas, l'auto-exploitation ou en tout cas ce que tu as dit, la psychologisation ou la réindividuation des choses. C'est-à-dire, au lieu de dire on a un problème collectif avec le cas que tu présentes, on dit bah non, c'est toi qui es mal organisé, ah bah non, c'est toi qui prend des tâches alors que tu devrais pas, j'ai un problème avec moi-même, peut-être en partie, mais souvent c'est un problème beaucoup plus organisationnel, donc c'est probablement qu'on n'a pas le... J'avais fait ça une année au RNP, c'est-à-dire je m'étais fixé pour tâche d'appeler au moins une fois ou deux avant l'événement chaque personne qui participe au groupe de travail pour m'assurer que la charge de travail n'est pas trop forte, pour lâcher prise, faire lâcher prise si jamais c'est trop fort, et qu'en fait
On avait un principe à un moment donné, c'est vrai que cette année j'ai moins suivi, mais je sais pas s'il est encore là, en fait, si on n'a pas l'énergie pour faire les RNP, on les fait pas en fait. En fait, l'événement n'est pas prioritaire sur la vie des personnes. Qui est un point de vue que des gens supportent pas dans le milieu, puisqu'ils estiment qu'on doit se sacrifier pour la cause, qu'on est des soldats. Moi, c'est comme ça qu'on perd des soldats d'ailleurs, mais bon. Et est-ce que vous avez une réflexion en interne sur qu'est-ce que c'est que le travail bien fait, Est-ce que vous parlez de travail d'ailleurs ? Parce que c'est un terme souvent sujet à débat dans certaines On parle de groupe de travail, mais c'est vrai qu'on le vit pas comme ça. C'est vrai, le nom est groupe de travail, mais quand on est réunis, ou à chaque fois qu'on fait des réunions, on parle pas de travail, ce sont des tâches, c'est des missions à prendre, j'en sais pas, plutôt de tâches, c'est le mot qui revient le plus. Et en tout cas, les ressentis, je n'ai pas l'impression que ça soit du travail. Mais du coup, je voulais plutôt parler sur le côté qualité, de qualité de ce qui est fait. Parce que, souvent, et d'ailleurs, ça s'est un peu entendu quand tu as dit, moi, c'est l'efficacité, et à côté, peut-être moins. Et j'ai l'impression que ça se retrouve dans la discussion autour du soin. C'est que si, toi, ton implication dans l'asso, elle fait sens pour une raison, mais que c'est pas la même que ton voisin, et que ça, c'est jamais discuté, du coup, ça peut créer des... Parce que là, faut peut-être parler du week-end, du week-end d'accueil, parce que dans l'autogestion, je sais pas si on parle déjà du soin, je sais pas si, en tout cas, c'est la partie soin. Quelques minutes, donc. Ok, faut y aller. Parce que quand on a réorganisé l'asso, le cordonnier le plus mal chaussé, en fait, c'est, moi, mon expérience militante, c'est qu'il y a très très peu d'espaces associatifs ou militants qui prennent soin, maintenant un peu plus qu'avant, mais à l'époque c'était très faible. Quand on rentre quelque part, on n'est pas accueilli, on comprend pas comment fonctionne l'organisation, et il faut se tailler une place en jouant des coudes, sinon voilà. Et donc on s'est dit si on veut prendre soin des gens, il faut déjà les mettre à l'aise tout de suite, descendre les potentielles idées reçues que les gens ont sur nous, parce que souvent quand on est dans une asso, les gens ils vont tendance à idéaliser les personnes qui étaient là avant, à se dire qu'un ancien, il faut respecter sa parole, je sais pas quoi. Donc nous on essaye d'une part de désacraliser les gens qui étaient là avant, et puis de donner de la légitimité aux gens qui arrivent à faire tout de suite. Voilà. Et peut-être tu peux parler de cette année, on a fait un week-end d'accueil, franchement. Oui, du coup, pareil, ça c'est quelque chose qui est en évolution. On a mis en place, ça n'existe pas, ce week-end d'accueil. Donc la première réunion physique sur les 4 dans l'année, c'est un week-end où on reçoit les nouvelles personnes qui sont intéressées pour devenir des bénévoles actifs dans l'association. Dans ce week-end d'accueil, on reprend la raison d'être de l'association, on présente l'association, quels sont nos objectifs, nos ambitions, nos envies, le fonctionnement, l'autogestion, l'horizontalité, tout ça avec des ateliers, des jeux, des échanges. Et voilà, on essaye de... Oui, il y a cette recherche de la désacralisation des anciens et surtout la prise des légitimités des nouveaux. Mais à la fin, c'est quelque chose qui s'est fait aussi avec le temps, quand les gens décident de rester, de participer. Le fait que justement ces anciens, entre guillemets, ont ce fonctionnement, ça leur parle et ils essaient de le mettre en place, et ceux qui décident d'intégrer l'association s'imprègnent petit à petit et ils prennent ce fonctionnement et ils deviennent de soi. Ils vont devenir anciens, mais c'est que le temps qui fait ça, et ils vont devenir légitimes par eux-mêmes aussi. Donc c'est pas même si on met en place un week-end où on essaye de donner toutes ces notions, de créer un vocabulaire, un lexique commun, c'est pas ce week-end, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas ce week-end qui fait vraiment la différence, c'est quelque chose qui se construit sur le moyen et long terme. Voilà, pour le week-end d'accueil. Moi, j'ai 2 petites choses que je voulais dire, mais c'est sur un thème d'avant, un sujet d'avant. Vas-y, ça nous permettra de conclure l'épisode là-dessus. Parce que du coup, par rapport aux frictions et l'autogestion, pour moi, il y a quelque chose de très important qui a été dit aussi quand on a fait la partie expert, c'est qu'on est tous modélés par un système et qu'à la fin, quand on vient à Brin de Paille, pour moi, c'est super intéressant, mais c'est super difficile aussi, et il faut avoir envie de se remettre en question individuellement
tout le temps. C'est une lutte contre un système, mais c'est une lutte contre soi, finalement, constante pour pouvoir arriver à cette autogestion. Et ça, justement, c'est quelque chose que on essaie de transmettre aussi dans le week-end d'accueil. Et par rapport à l'émergence du chef, quand il est en chef, à la fin, c'est qu'il y a une prise de pouvoir. Il peut y avoir plein de facteurs différents qui font que cette prise de pouvoir a lieu. Le charisme, la facilité à prendre la parole devant le public. Encore une fois, pour moi, nous, à Brandpaille, c'est quelque chose de collectif. C'est une inquiétude collective, mais aussi individuelle. Elle se fait parce qu'il y a des espaces de parole, parce qu'on peut parler, parce qu'il y a une vigilance collective, mais aussi individuelle. Les personnes qui arrivent sont OK pour faire attention aussi à soi-même, à ce qu'elles font, à ce qu'elles font pas. Si elles commencent à prendre trop de place, elles-mêmes se rendent compte aussi, et elles sont ouvertes à qu'on fasse la remarque, mais je pense, nous sommes un groupe de personnes qui ont envie d'avoir cette vigilance et cette remise en question individuelle pour pouvoir faire avancer un collectif. Et ça, en étant dans un système en dehors des Brandpaille qui ne cherche pas du tout ça, c'est vraiment pas simple. Et voilà, et juste officiellement, nous, à Brandpaille, à la préfecture, il y a 10 personnes qui sont déclarées comme président ou présidente de l'association. C'était, je pense, si je ne me trompe pas, le maximum qui... Ah non, pas du tout, je me trompe. Mais en tout cas, il y a 10 personnes qui sont déclarées à la préfecture. C'est juste parce qu'il faut déclarer quelqu'un. Et donc, nous, on a fait en tout cas, c'était le maximum parce qu'on était 10 en fait, à l'association. Parce qu'on s'était dit que dans le climat politique actuel, on avait intérêt à être plus pour représenter un rapport de force. Mais je veux bien dire un dernier truc, parce que c'était un truc qu'on s'était dit, c'était central à dire, et puis on l'a pas dit. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé un peu de l'Université du Nou pour dire, voilà, eux, ils ont un modèle à présenter et à appliquer. Et en fait, nous, la différence entre une asso, on dit, voilà, nous, ça, c'est l'autogestion, mais en fait, nous, on n'est pas en autogestion, on est en train de cheminer vers avec pas de modèle. Donc, en fait, on est comme un laboratoire de recherche-action où, en fait, on sait qu'on veut aller vers un idéal de, on va dire, collectif et libertaire. On n'a pas la recette toute faite, donc il faut accepter d'être un peu en équilibre bancal et d'être en recherche permanente de ça. Et donc, on n'a pas un modèle précis tout fait à plaquer, mais on sait, on a quand même quelques critères pour savoir si on penche du mauvais côté, des fois, et rééquilibrer. Et puis, quand on est du bon côté, Voilà, finalement, on sait ce qu'on veut pas. Et on crée un terrain d'expérimentation pour essayer de créer ce qu'on voudrait. Et c'est finalement le message qu'on a dans pas mal de nos épisodes, où en fait les structures nous expliquent qu'elles créent leur propre modèle sans forcément copier un modèle qui est existant. Et c'est ça aussi la richesse du monde associatif. Merci Maïté, Benoît, Simon de nous avoir accompagnés. Et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations autogestionnaires que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello@questions@asso.com que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Peertube. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso.
Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos.